Bonjour à tous et bienvenue sur TechNap à la Tech à Papa. Alors aujourd'hui je teste ce graveur laser portable Longer Nano Duo. C'est un graveur laser qui promet plein de belles petites choses et notamment grâce à un support logiciel boosté à l'intelligence artificielle pour un coût qui est maîtrisé. Donc je suis curieux de voir ça. Si vous aussi, on regarde ça tout de suite. Alors, outre être un laser comme il y en a tant d'autres maintenant à double diode, donc une diode 2 watts hier et une diode 20 watts en laser bleu, qu'est-ce qu'a de particulier ce laser? Bon, alors au niveau du look, pas trop, si ce n'est qu'on voit un écran tactile ici, c'est un petit peu, on n'a pas ça sur tous les modèles dans la concurrence. On a surtout un laser qui se veut être performant grâce à l'intelligence artificielle, c'est en tout cas ce qu'ils mettent en avant. Alors à deux niveaux là pour le moment, mais ça peut, d'après ce qu'ils disent, encore s'améliorer. En tout cas, ils peuvent encore continuer à développer des choses autour de ça. On a directement à l'intérieur une interface de dialogue pour générer des prompts pour avoir des modèles, hein. Donc on ne doit pas se casser la tête à chercher des images, on tape, on dit ce qu'on veut, on veut une photo de crâne, voilà, et hop, on a des photos de crâne qui sont générées, on lui dit dans quel style, un vecteur, une photo, des lignes artistiques, et il essaye de générer quelque chose. Alors on va faire des tests dans cette vidéo pour voir s'il génère bien quelque chose de cohérent. On a également l'intelligence artificielle couplée à la caméra qui permet d'aider à positionner de manière intelligente des modèles sur différents objets, hein, pour ne pas devoir à se casser la tête au niveau du positionnement. Ça aussi, on essaiera. Alors un autre truc qui est plutôt sympa sur ce laser, alors ça marche plutôt bien, c'est l'idée de pouvoir graver en relief dans du bois grâce en fait à une hauteur de focus dynamique. Donc on le voit à peu près ici. Ce qu'il va faire, c'est que si on met une photo avec différents niveaux de teinte de gris, plus le gris est profond, plus il s'approche du noir, plus le focus va être réglé à sa hauteur normale. Et moins il l'est, plus il va tendre vers le blanc, plus le focus va monter pour que ça se grave un peu moins fort et qui est comme ça cet effet de relief. Alors on a une taille de travail de 14 sur 16 cm mais qui peut être étendue avec des accessoires que je n'ai pas eu et donc que je ne teste pas dans la vidéo. Extension qu'on peut voir ici, donc je vois qu'il y a un convoyeur pour pouvoir produire en série. On a un module double axe, donc ils disent double axe extension. Je ne l'ai pas eu, je ne sais pas ce qui permet. J'imagine qu'il permet d'augmenter la taille de travail. Et un module Rotary, on pourra également aussi avoir un caisson, un sac, un purificateur d'air. Bref, une série de choses intéressantes. Mais là, vous voyez, c'est les prix auxquels ils envisagent de le vendre. Pour le moment, dans la campagne Kickstarter, on peut toujours encore les avoir à des prix plus intéressants. Alors imaginons que je sois intéressé par acheter ça, je peux toujours, il en reste encore je pense, je peux toujours prendre le Nano Duo Premium Bundle qui en fait est la machine avec tous les accessoires principaux, hein, donc le convoyeur, l'extension double axe et le Rotary, pour 1569 $ au lieu de 3008, donc 60% de réduction. Et tout seul, on peut l'avoir à 999 $ au lieu de 2199 $. Il en reste encore un petit peu. Voilà, c'est vous qui voyez en fonction de votre usage et de ce que vous aurez vu dans cette vidéo, si ça vous intéresse. Bon, alors, déjà au niveau de la boîte, vous pouvez voir qu'on est sur un packaging qui est quand même assez plutôt élégant. Alors, on retrouve un peu les codes d'Apple, hein, clairement, là-dedans. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver évidemment la grosse tête laser. Donc c'est la même logique que les lasers fibres par exemple. On est sur la même logique aussi qu'on a pu voir chez Laserpecker ou autre. On voit ici directement, hein, et ça c'est intéressant, c'est la première fois que je le vois, qu'on a des LED, hein, qui vont venir aider à éclairer la surface de travail. Et des zones aimantées, là ça va être, je pense, pour installer la cloche. Pour le reste, on regardera plus en détail après, mais je dois dire qu'il est assez lourd et ça veut dire que il est métallique, qu'on n'est pas sur du plastique.
il semble comme ça, a priori, plutôt qualitatif. Alors on a une petite boîte avec des matériaux de test. Ici, une chaîne en acier inoxydable, coloré. Hein, voilà. Et on a également tout ce qui est câble, petite cale de positionnement et encore un petit peu de matériaux test. Alors, on a le bloc d'alimentation et la prise de courant. Une européenne, c'est plutôt pratique pour moi. On va avoir une paire de lunettes et un petit chiffon. Et la paire de lunettes, ben là, je rappelle quand même toujours, point sécurité, hein, ne pas oublier de l'utiliser. Et puis surtout, investissez dans une bonne paire de lunettes. Moi, je ne conseille pas d'utiliser ces paires offertes avec les machines. On a une cloche. Alors, en plastique, ça aussi, c'est quelque chose qui est assez courant sur la plupart des modèles. Je vois quand même une différence ici par rapport à d'autres modèles, c'est qu'on a une trappe pour venir reprendre notre matériel. Et ça, eh ben, c'est pratique. Alors, on a une petite règle en bois. Ben, ça, c'est pour quand on veut régler la hauteur de focus manuellement, hein, puisqu'on a une hauteur fixe. Et enfin, on a la potence avec une belle surface de travail, comme vous pouvez le voir ici. Et contrairement à d'autres marques, la potence arrive déjà prémontée. Alors, ce qui est intéressant aussi ici, donc c'est des points que je découvre avec vous. On a ici la petite plaque de travail qu'on peut retirer. Ici, elle est fixée. Et en fait, elle est réversible. Et on peut donc avoir une surface lisse et une surface qui est surélevée pour, par exemple, quand on fait de la découpe, pour laisser passer l'air en dessous. Et ça, ben, c'est la première fois que je vois sur un de ces modèles portables. Et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Bon, alors au niveau du montage, ça va être extrêmement simple puisqu'en fait, il n'y a rien à faire. Juste à venir fixer ici à ça, avec les croquets en dessous, comme ceci. Et donc, comme vous voyez, comme ceci. Et au niveau du câblage, eh ben, je vous montre, on est quand même sur quelque chose de très simpliste et très simple. On a le câble pour les extensions. Alors, au niveau des extensions, on va probablement devoir venir attacher à la potence. Et on a le câble de données pour brancher à l'ordinateur et le câble de courant. Donc, on ne sait pas beaucoup se tromper. Alors, la cloche vient s'installer comme ceci. Voilà, elle est magnétique et on a rien à faire. Quand même un point de détail, ne pas oublier de retirer le cache avant de graver. Donc, comme vous voyez ici, on a un petit cache. Ne pas oublier de le retirer avant de graver. Je sais que ça paraît con de le dire, mais moi j'en ai déjà cramé. Et enfin, pas ici, mais sur d'autres lasers de ce style. Et voilà, hein, je trouve, moi j'ai fait pour un autre laser une modélisation d'un petit cache en TPU que je fais de manière colorée. Je trouve qu'il devrait le mettre de manière colorée parce que notre cerveau se souviendrait, ah oui, il y a un cache. Et dans le noir, ben, c'est pas toujours très clair et visible. Alors, au niveau de la cloche, hein, ce qui est intéressant, c'est que souvent, la cloche sur les autres modèles, on doit la brancher également par USB. Ça fait un câble qui traîne de plus. Et ici, ben non, vous voyez, la brancher pour l'extracteur d'air de la cloche. Et ici, ben non, vous voyez, on a l'extracteur d'air qui est relié par un petit câble et qui va être alimenté par un contact ici qu'on retrouve directement au niveau du dessous de la cloche. Et ça aussi, c'est, je trouve, une bonne idée. Alors bon, voilà, la partie unboxing est déjà finie. On va faire un premier petit coup d'œil du propriétaire avant de l'allumer. Alors, je reviens sur le plateau de travail qui est de 15/17. Donc, vous voyez, on a un plateau de travail double face. Hein, je ne vais pas revenir dessus. Donc, ça, c'est déjà un bon point qu'on peut retirer si jamais on veut pouvoir, par exemple, graver sur un matériau qui est beaucoup plus profond que la hauteur de focus. Et on viendrait le poser comme ça. Donc, ça, c'est bien. On a une structure qui est sobre, hein, qui est plutôt jolie, je trouve. Comme vous le voyez, on a un écran de contrôle. Alors, on va voir après. Là, je ne sais pas s'il est tactile ou non, mais on va voir après l'écran de contrôle. Au niveau de la potence, on a deux boutons up et down. Bah, c'est assez clair, hein, monter et descendre. La seule chose que je trouve un peu dommage, mais voilà, c'est que quand on l'a face à nous, le up, c'est celui qui est vers nous, et le down, c'est celui qui est de l'autre côté. Alors, peut-être que vous pas, mais moi, mon cerveau, c'est plutôt le contraire. J'aurais tendance à appuyer sur celui-là pour descendre et celui-là pour monter. Mais bon, hein, il va falloir s'y faire et faire avec. Et pour l'arrière, je vous avais déjà montré qu'on a une connectique quand même très simplifiée. Bon, allez, on va le brancher et on va commencer à l'utiliser. Bon, alors pour l'allumer, il est branché. Hein. Pour l'allumer, on vient appuyer sur le bouton ici.
il fait plein de petites couleurs et l'écran, enfin, l'allumage de l'écran est instantané. Donc, alors on a des couleurs qui correspondent aussi à un certain code couleur. Je vais ici vous montrer l'écran. Alors au niveau de l'écran, comme vous voyez, on a un écran qui est quand même relativement clair. Ici, on va avoir la liste des fichiers qu'on a sur la carte SD. Alors, la navigation est assez rapide. Au niveau des paramètres, on va déjà venir le connecter au réseau. Et ça, c'est bien, hein. Si vous avez déjà vu des tests de mes autres machines, souvent c'est un peu, enfin des autres lasers de ce style, souvent c'est un peu galère en fait. On doit venir se connecter à notre téléphone en access point, venir donner l'adresse IP de celle-là. Enfin, on a quelque chose qui est en fait vraiment pénible. Et ici, pas de souci, il le trouve tout de suite. Bon, alors on a un petit menu pour mettre notre mot de passe. Ça, c'est pas forcément... il faut des petits doigts pour y arriver. Et je vais retirer le petit plastique protecteur. Donc voilà, hein, on a un petit message qui nous dit qu'il est bien connecté. Et pour la suite, qu'est-ce qu'on a? On a les informations avec la dernière version utilisée. Je vais voir si j'ai une mise à jour à faire. Un menu pour la langue qui n'est pas encore à jour ici, c'est peut-être une question de firmware. Un petit menu pour venir faire la mise à jour du firmware. Et au niveau du screen setting, c'est qu'on peut venir inverser l'orientation de l'écran en fonction de comment on l'utilise. Et ça, ça c'est plutôt pratique. Alors au niveau de l'écran principal, on peut voir qu'on a 3 boutons. Donc le bouton paramètres que j'ai mis, que je viens d'expliquer, et le bouton du milieu lui permet de choisir quel type de laser on va utiliser. Donc le 1064 nm plutôt pour les plastiques et les métaux, et le 450 nm plutôt pour les bois. Et un petit bouton pour faire le focus automatiquement en fonction du matériau. Donc une interface quand même plutôt pratique. Alors, petite précision, un petit rappel, hein, pour le moment le produit est toujours en finalisation de développement. La campagne Kickstarter est toujours en cours, ce qui veut dire qu'il peut encore y avoir des changements et des améliorations par rapport au produit final que vous verrez. Mais je pense qu'on peut déjà se faire globalement une idée de l'expérience avec ce produit. Bon, alors je vais maintenant le brancher à l'ordinateur et je vais un petit peu regarder comment est-ce qu'il fonctionne. Alors la première manière de l'utiliser, celle que moi peut-être je préférais puisqu'elle intègre quand même une série de fonctions spécifiques au laser, c'est leur application à eux qu'ils appellent LaserBurn et qu'on a ici dans la version 1.1.3, donc qui vient de sortir. Elle m'a été envoyée hier, au moment où j'enregistre en tout cas cette vidéo. Hein. Et cette application est donc déjà c'est bien qu'ils en fournissent une, hein, c'est pas le cas de tous les lasers. Et surtout, elle est censée être boostée à l'IA. Donc ça, c'est quelque chose, je suis curieux et on va essayer de tester et de regarder ça avec cette application. Alors, première chose à faire dans l'application, bon, voilà, hein, vous voyez l'application, elle est un peu comme les autres. On a différentes couches, un peu comme dans Lightburn. On a des fonctions pour venir créer des lignes, etc. On peut importer des images, générer un code barre. Ça, au niveau de l'application, on ne va pas la regarder en détail. Si vous avez un petit peu l'habitude de ce genre de laser ou d'un laser tout court, on s'y retrouve assez facilement. Par contre, maintenant, ce que je vais faire, c'est connecter le laser. Là, je l'ai branché en USB. On va voir s'il le trouve tout de suite. Si c'est la toute première fois que vous branchez un laser, il faudra probablement installer les drivers CH340 qui se trouvent sur leur site. Et les drivers sont communs à tous, donc vous venez sur le site de Langer. Alors peut-être que d'ici là, avec la commercialisation, il y aurait une clé USB, un manuel. Moi, dans ce que j'ai reçu ici, c'était pas le cas, mais ce sont des machines de pré-série qui sont envoyées aux influenceurs et aux testeurs pour faire les vidéos et puis pour leur donner aussi un retour pour qu'ils puissent améliorer avant la sortie finale. Donc on n'a pas forcément tout ce qu'il y a, donc le packaging qui est le même que celui, en tout cas entièrement, qui est le même que celui que vous recevez si vous achetez la machine. Et donc, voilà, si jamais ils ne le mettent pas, on vient sur le site de Langer, dans Support, dans Software Download, et là, on se met sur Nano Série et on prend le fichier CH340 Driver, donc en fonction de qu'on soit sous Mac ou sous Windows. Alors moi, j'ai pas besoin de l'installer parce que j'ai déjà bien assez de graveurs laser, mais on ne sait jamais que vous, ce soit le cas. Donc, alors, je vais donc commencer par l'installer. On va regarder, je ne sais pas si l'application... Comme c'est une dernière version, elle n'est pas forcément traduite dans les langues. Hein. Je ne sais pas s'il est prévu que cette application puisse être traduite ou si elle est à utiliser uniquement en anglais. En tout cas, moi ici, dans cette version-là, je n'ai pas trouvé de français. Alors, je viens sur l'onglet Device ici.
Je vois que mon device, donc le périphérique, n'est pas connecté. Je clique sur Connect. Et vous voyez que je suis maintenant connecté avec le port USB. J'aurais pu me connecter en Wi-Fi. Bah, ici, il est connecté en USB et je vois directement l'adresse IP. Donc, si je clique ici, j'ai quelques paramètres. Donc, je peux désactiver ou non les buzzers et venir indiquer si j'ai un troisième axe ou changer le nom de l'appareil. Donc là, ici, j'ai pas de troisième axe. J'ai pas reçu les accessoires, genre l'extension ou le Rotary pour le test. Je peux activer ou désactiver la bande lumineuse ou le buzzer. J'ai accès aux fichiers qu'il y a sur la machine, donc je peux venir les supprimer depuis ici. Et mon historique de gravure qui est à 0, puisque pour le moment, j'ai strictement rien fait. Alors vous voyez que la machine a également une caméra. Et donc ça, c'est intéressant, notamment pour la fonction batch fill, mais on verra ça après. Et si je fais capture, on voit ici qu'il a capturé ma zone de travail, ce qui me permet de bien positionner les matériaux sur le plateau. Alors bon, on va le faire hein, avec un premier truc. Là, vous voyez, je suis occupé de positionner une petite plaque. On va essayer de la découper, celle-là. Alors là, j'ai pas mis la cloche parce que pour filmer, ben, c'est mieux pour vous. Mais globalement, je vous conseille quand même de mettre la cloche. Hein. Je réappuie sur capture et on voit mon matériau qui est bien positionné ici sur la plaque de travail. On va commencer par quelque chose de simple. Je vais chercher ici dans l'onglet matériaux. Vous voyez qu'on a une série d'icônes et on peut venir rajouter les nôtres pour constituer notre petite base de données. Je vais par exemple rajouter mon logo et vous voyez que maintenant j'ai mon logo dans ma base de données. Et ben on va commencer par ça. Non, je vais commencer par un petit test de découpe comme ça. Hein. Donc je vais prendre un des matériaux, le petit bonhomme de neige, et je vais lui faire une découpe. On a ici une plaque de, je pense que c'est du 3 mm. On verra après d'autres choses, mais là je pense que c'est une plaque de 3 mm. J'ai ici mon onglet Layer, couche en français, mais comme je dis ici, j'ai pas réussi à trouver le moyen de changer ça. Je viens ici faire mes configurations, mes paramètres. Alors ici, donc j'ai le laser 20 watts bleu. Donc je vais dire OK, je coupe avec le laser bleu de 20 watts. Je veux couper. Donc alors ici, ben, malheureusement, comme il n'y a pas encore vraiment de bibliothèque de matériaux, hein, là ça aurait été utile qu'on ait la bibliothèque de matériaux. Mais ça viendra peut-être avec la sortie officielle. Je vais venir mettre des paramètres qui me paraissent cohérents pour un laser diode de 20 watts. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire que la découpe autour. Et le centre, je vais vouloir qu'il grave. Donc ici, j'ai mes formes qui sont combinées. Hein. Je vois que je viens cliquer sur Split. Comme ça, je garde que les lignes dans ce paramètre-là. Mais les autres, ici, voilà, les autres, je vais venir changer de couche. Et lui, on va lui faire une couche de gravure. Et on va laisser, comme il dit ici, de base, là, 10% pour 6000 mm par minute pour la gravure. On va voir ce que ça donne. Alors, une fois que c'est fait, je viens sur l'onglet Device, je peux faire une prévisualisation. Je vois que j'en ai pour 57 secondes. OK. La seule chose que je vais faire, ben, c'est inverser. Je vais découper après la gravure. Donc là, je peux inverser mes lignes. Et je clique sur Engraving ici, donc gravure. Je vais devoir faire le focus. Donc je clique ici. Alors, je ne sais pas si ici on les voit, mais je vois les deux points. Donc je peux monter ou descendre jusqu'à ce que les deux petits points se rejoignent complètement. Je peux venir vérifier le cadrage. On peut voir, enfin, j'espère que vous le voyez maintenant, mais on peut voir qu'on a le cadre qui apparaît bien sur le matériau. Si jamais on avait encore envie, on pourrait venir le remettre comme on veut. Et maintenant, ben, c'est parti. Bon, alors comme vous le voyez, au niveau de la gravure, ça semble s'être bien inscrit, mais par contre, au niveau de la découpe, pas du tout. Donc, ben, je vais recommencer en changeant un peu mes paramètres. Donc, pour les lignes bleues, je vais garder la vitesse, mais je vais mettre plus de puissance. Et pour la ligne noire, je vais essayer à 800 mm par minute et 90% de puissance. Et voilà, comme vous voyez, ça c'est découpé. Je trouve que la gravure est un peu forte au niveau, enfin que la découpe est un peu forte.
qu'à mon avis, il y a moyen de mettre un petit peu moins de puissance ou un peu plus de vitesse. Par contre, au niveau des détails ici de la gravure, je trouve ça quand même très très fin dans ces paramètres-là. Alors l'un des avantages, hein, pas l'un des avantages, mais l'un des avantages du laser fibre, c'est de pouvoir travailler facilement sur du métal. Alors bon, l'exemple le plus simple, on va vite le faire, c'est sur ces petites cartes en aluminium. Donc, je vais faire une petite gravure là-dessus. Je viens me mettre en mode texte. Je mets ici Famille Technapa. Je vais mettre le logo également, comme ceci. Je vais réduire la taille comme ça, on voit un petit peu la finesse. Vous voyez que j'ai quelques paramètres au niveau des gravures sur le matériau. Hein. On peut le faire en mode sketch, en mode pour qu'il vienne graver dedans. Voilà, donc c'est nous qui voyons. Moi, je vais le laisser dans ce mode-là. J'en ai pour 24 secondes normalement si je garde cette taille-là. Je peux venir mettre la caméra pour m'assurer qu'il rentre sur ma plaque, c'est le cas, et je lance la gravure. Il faut évidemment s'assurer de sa hauteur de focus avant. Je viens vérifier mon cadrage, il est très bien comme ça, et je clique sur Start Engraving. Et ça a l'air de très très bien fonctionner. Je vois que mon image n'est pas gravée en détail suffisamment fin. Ça, j'aurais pu faire des détails plus fins. Alors pour augmenter la qualité de l'image, c'est pas dur, hein, c'est dans les réglages des couches. On vient ici en mode image et on vient choisir le nombre de lignes. Vous voyez ici, je les mets à 50. Alors ils disent qu'on a les fonctions IA, donc on va lui faire générer une image avec les fonctions IA. Et ben, qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, je vais voir si ça marche en français et s'il sait générer quelque chose. Alors, ben, en français, ça marche. Il n'a pas trouvé, il n'y a pas trop le bouclier. Hein. Non, bon, allez, je vais mettre un château en ruine. Voilà, ça va être mieux. Et voilà, ben, il m'a trouvé un beau château, enfin il m'a généré un beau château en ruine. Je peux, donc imaginons que je prenne celle-là et que j'ai envie de graver. Je clique importer au Canva et là ben, j'ai l'image qui est prête à être utilisée, où j'ai encore quelques contrôles pour pouvoir ben, faire ici par exemple un embossage ou sur un seau, donc sur un cachet. Bref, on a la possibilité de travailler directement avec ces images générées. Alors une autre fonctionnalité pratique, c'est l'utilisation de la caméra pour pouvoir faire des positionnements faciles. Donc imaginons que je mets mes petites planches un peu n'importe comment, comme ceci. Je viens, ben on va faire l'IA pour demander un petit design. Bon, on va prendre ça qui ressemble plus à un ours. Je fais importer dans le Canva. Je vais venir ici activer la caméra. Hop. Je viens positionner mon ours dans la bonne taille et de la bonne manière, comme ceci. Il est mis comme ça. Et normalement, maintenant ici, si je fais AI Enhancement, il va tourner un peu. Et après, si j'appuie sur Batch Fill, il est censé remplir, détecter les pièces et remplir les autres pièces. On va voir si ça marche. Et voilà, ben, il a rempli ça tout seul. Et vous avez vu, il a identifié en fait la direction de la plaque. Vous voyez ici toujours par rapport au petit rond. Donc, alors par contre la position n'est pas toujours, je pense que voilà, hein, on voit qu'il y a un peu plus de distance entre là qu'entre là, mais ça marche déjà pas mal a priori. Alors un mode assez intéressant hein, également que je voulais vous montrer, c'était le mode carving. Donc en fait, quand on vient ici sur le laser, dans les paramètres, hein, ici au milieu, on peut venir choisir ici le mode, différents modes, hein, et le mode carving, en fait, ce qu'il va faire,
et c'est là où c'est quand même très intéressant, c'est qu'il va ajuster dynamiquement la hauteur de focus pour faire un effet de relief. Hein, donc en fonction de la plage des gris sur votre image. Donc plus ce sera clair, moins il ira haut, et plus ce sera foncé, plus il ira bas. Voilà, enfin bref, vous avez compris le mécanisme. Et ben, je vais vous montrer un résultat de ce que ça donne. Alors pour ça, ben, après avoir mis mon matériau, je viens simplement, donc je dois pas venir régler les choses à ce niveau-ci pour qu'il puisse graver. C'est l'algorithme de la machine qui va le faire. Je vais juste faire une image en niveau de gris. Je prends ici une image qui est plutôt contrastée en niveau de gris. J'ai modifié le contraste original pour que voilà, il y ait des zones plus gravées, pour que le contraste soit plus marqué. Diminuer un peu le gamma également. J'utilise ces paramètres, 30 000 mm par minute pour 100% de puissance. Et si on regarde la prévisualisation, je suis censé en avoir pour 15 minutes. Donc, eh ben, c'est parti, hein. Et voilà l'effet que ça donne. Alors, vous ne le voyez pas ici, mais on sent en fait la texture, hein, on sent le relief, et ça c'est quand même plutôt agréable. Une fonctionnalité pratique, mais il faut bien penser à mettre le mode carving à l'intérieur du laser. Bon, alors voilà, hein, je l'ai utilisé quelques jours, j'ai fait quelques petites créations. Quelle serait ma conclusion pour ce graveur laser? Je dirais que c'est un graveur laser alors qui à la fois est dans la continuité de ce qu'on trouve chez la concurrence et en même temps qui essaye de s'en démarquer un peu par des petites améliorations de qualité de vie qui sont quand même vraiment appréciables, en tout cas d'un point de vue mécanique. J'avais cité hein, le plateau réversible avec une plaque plus spécialisée pour la découpe, l'écran tactile qui est quand même très confortable, l'autofocus automatique avec l'autofocus dynamique pour pouvoir faire comme ceci de la, comme ceci ici, de la gravure profonde ou en tout cas en relief. Bref, on a un laser qui, d'un point de vue du laser en lui-même, est vraiment bien pensé. Alors au niveau du prix, bon, ça reste encore pas tout à fait accessible, bien qu'on commence un petit peu à voir que ça se démocratise petit à petit.
Là où il y a encore des points d'amélioration, c'est au niveau de l'ergonomie et notamment au niveau de l'ergonomie logicielle, hein, pas l'ergonomie de l'utilisation du laser en lui-même, mais au niveau logiciel, laser burn. Donc sous Lightburn, on va avoir la plupart des fonctionnalités, la caméra, etc., mais pas toutes les fonctionnalités. Et sous notamment la fonctionnalité AI et génération, enfin tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, on l'aura pas sous Lightburn, il faudra passer via laser burn. Et sur laser burn, eh ben, il y a certaines manières d'utiliser que je trouve un peu pénibles. Par exemple, quand vous voulez changer un paramètre de l'image et que vous voulez venir refaire un cadrage, il faut changer d'onglet, venir recliquer sur un bouton et puis un autre bouton. Voilà, ça manque de fluidité dans le fonctionnement. Alors, c'est pas non plus complètement rédhibitoire, pardon, je ne sais plus parler. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'amélioration à faire au niveau logiciel. Ce que je trouve également qui manque au niveau logiciel, c'est une bibliothèque de matériaux parce que j'ai dû moi faire des tests et chercher, puis c'était pas toujours top pour les paramètres. Et donc ça, s'ils peuvent l'intégrer directement, hein, on choisit le matériau, l'épaisseur du matériau et il nous met les paramètres recommandés, quitte à les affiner après, mais qu'on ait au moins une bonne base. Ça, ce serait quand même une grosse valeur ajoutée. Pour le reste, voilà, hein, moi c'était plutôt une bonne surprise. Comme je dis, dans la continuité des autres marques et modèles que j'ai pu essayer, mais avec quelques idées d'innovation quand même plutôt sympas. Donc je peux vous le recommander si vous êtes intéressé et si vous en avez l'usage. Voilà, merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un petit pouce, un like, un commentaire, tout ce qui peut m'aider à ce que la vidéo soit visibilisée. Et je vous dis à la prochaine.